20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC. Ces assises s'ouvrent ce samedi à Bujumbura, en République du Burundi. L'évaluation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC sera au centre des discussions. Après Kinshasa, le pape François séjourne depuis vendredi au Soudan du Sud. Le Saint-Père invite les religieux à élever la voix contre l'injustice. Hommage à la mégastar Tchala Moana, une messe d'action de grâce a été célébrée ce samedi à la cathédrale Notre-Dame de Fatima, 40 jours après le décès de celle qu'on appelait affectueusement Mamou National. Et en sport, finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. L'Algérie affronte ce samedi le Sénégal, comme ce fut le cas en 2019 lors de la CAN organisée en Algérie. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est se réunissent ce samedi à Bujumbura, capitale du Burundi, pour le 20e sommet extraordinaire de chefs d'État de l'EAC. L'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sera au centre des discussions après le constat du refus du M23 de se retirer des zones occupées et de déposer les armes. En croire plusieurs sources, au cours de ce sommet, l'EAC va donner de directives claires à la force régionale déjà déployée au Nord Kivu pour qu'elle puisse entrer en action. Et selon la porte-parole de la présidence, Tina Salama, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a confirmé sa présence à ces assises. Dans l'actualité également, la RDC a dit non à la présence de 3 officiers rwandais dans le quartier général de la force régionale. L'EAC a aussitôt demandé des explications à Kinshasa, qui a autorisé la présence de ces militaires rwandais et quelle incidence peut avoir cette décision de la RDC. Jean-David Kilolo a tenté de donner des réponses. Suivez. Après la prise de décision du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula, de demander aux officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale de la communauté de l'EAC, de quitter les sols congolais. Le secrétariat de cette organisation a, dans une correspondance, demandé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula, des explications sur cette décision, estimant que c'était une décision des chefs d'État lors de la réunion du 2 novembre 2022 et non celle des affaires étrangères. La décision congolaise n'est pas appréciée du côté de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ce qui aurait justifié une convocation d'une réunion urgente de tous les chefs d'État au Burundi, sauf qui devrait recevoir le pape François. Appartient-il à une force régionale de demander des explications au ministre sectoriel d'un État aussi souverain sur une matière donnée? Les réponses sont divergentes, compte tenu de la sensibilité et des enjeux des dossiers. Du point de vue international, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et ont une suprématie sous les lois internes. Mais l'enjeu est en détail et la sécurité relève de la souveraineté des États, où les rapports de force s'imposent et s'exercent. Dans les cas d'espèce, la communauté des États d'Afrique de l'Est peut demander des explications à un État, surtout s'il y a violation de ses décisions. Alors il appartiendrait au ministre sectoriel de cet État de brandir la souveraineté en tenant compte de tous les enjeux et de toutes les questions, surtout si elle relève de la souveraineté ou pas de son État. Il appartiendra alors au ministre de donner ou pas des explications sur les dossiers. La République démocratique du Congo étant un État souverain, il pourrait certainement brandir l'aspect de la souveraineté, surtout en ce qui concerne sa sécurité, car la RDC ne pourrait en aucune fois ce domaine si important. État de siège en Ituri, 83 otages ont été libérés, 23 ADF capturés, 16 armes de guerre récupérées par les forces loyalistes. C'est le bilan des opérations militaires menées en territoire d'Irumu et Mambasa sur l'axe Komanda Luna et Luna Mambasa. Le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant-général Jules Ngongo, appelle la population au patriotisme et à collaborer avec l'armée régulière pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix.
Le FARDC et Ituri sont résolument engagés et décidés de traquer le terroriste ADF et imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, sa philosophie du commandement aux unités engagées au front sont de plus en plus plausibles sur l'axe routier. Commandant Luna et commandant Mambasa, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC et Ituri, dresse le bilan des opérations menées contre les ADF, MTM et leurs supplétifs dans la période allant de décembre à janvier. 6 de ces opérations, les forces armées ont libéré 83 personnes qui étaient sous l'emprise des ADF. Les forces armées ont neutralisé 28 éléments de ADF MTM. De l'autre côté, 14 ADF et leurs collaborateurs ont été capturés sur le champ de bataille. Donc une grande satisfaction par la population locale qui recommence à regagner leur village. Pour nous, le fait final recherché par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, qui est en même temps le commandant des opérations, le fait final recherché ici, c'était que la restauration de l'autorité de l'État et que la population vague librement à leurs occupations. Au nom du gouverneur militaire, nous appelons la population à faire confiance à son armée, à aiguiser la collaboration et le patriotisme pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix qui sont avec nous et qui utilisent nos fils et filles pour faire du mal à notre population. Dans la même veine, les forces armées ont permis aux habitants de Djalasiga, en chefferie de Zalour-Djouganda, en territoire de Mahagi, de regagner leur milieu d'origine. Par ailleurs, le porte-parole de FARDC en Ituri, au nom du gouvernement militaire, appelle la population de se désolidariser des ennemis de la paix et de faire confiance aux forces régulières en vue de mettre hors d'état de nuire les groupes armés locaux et étrangers dont l'objectif est de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit du lieutenant Jules Ngongo. Parlons processus électoral, identification et enrôlement des électeurs. Le président de la CENI, Denis Kadima, est à l'étape de Kikwit après avoir sillonné 5 des 9 provinces composant l'aire opérationnelle 2. Il était question pour lui de s'imprégner du déroulement de l'opération après son lancement il y a quelques jours. L'arrivée du numéro 1 de la centrale électorale dans la ville de Kikwit, Kwilu, est perçue comme une source de motivation pour les personnels commis à l'opération d'enrôlement des électeurs. Aussitôt, le président de cette institution d'appui à la démocratie est allé présenter ses civilités au maire de la ville de Kikwit, à Bengiama, en présence du président de l'Assemblée provinciale du Kwilu et tant d'autres personnalités. La question de la sécurisation de l'opération était au cœur de l'échange au cours duquel la première autorité de la ville a rassuré son hôte à ces sujets. De son côté, Denis Kadima Kazadi a réitéré la détermination de son institution à tout mettre en œuvre pour ne laisser personne de côté au cours de cette opération qui concerne l'ensemble des Congolais. Tout se passe très bien et on a vu il y a engouement, la foule est là. Et ceux qui sont entrés en notre présence ont été aidés sans problème. Et quand on voyait le nombre de personnes inscrites par jour et sur le temps, c'est très bien. Tout le monde a pris la mesure de la chose. Nous sommes ici à Kikwit, c'est dans l'ère opérationnelle 1. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut que tout le monde vienne s'inscrire parce que nous n'allons plus prolonger. Donc il est essentiel que chacun prennent conscience de ce fait-là. Par ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a tenu une réunion opérationnelle au siège de l'antenne de Kikwit, avec notamment des contrôleurs techniques territoriaux, des contrôleurs techniques provinciaux.
Opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en Afrique du Sud. Les Congolais demandeurs d'asile tiennent à obtenir chacun sa carte d'électeur, mais la CENI s'en tient aux règles du jeu. Même obstacle pour ceux qui ont payé leur passeport, mais sans l'avoir obtenu. Nous avons joint au téléphone Chantal Bangambala, présidente fédérale de l'ACP en Afrique du Sud. Alors bonjour madame, confirmez-vous que certains Congolais demandeurs d'asile en Afrique du Sud, pour des raisons qui sont les leurs, ont des problèmes pour se faire enrôler? Je confirme l'information puisque moi-même j'étais à l'ambassade pour essayer d'échanger avec les membres de la CENI et m'ont donné la même réponse, que les demandeurs d'asile ne sont pas éligibles pour s'enrôler et pour voter lors des élections de 2023. Hier, nous avions encore tenu une réunion avec la CENI. Ils ont dit, je leur ai posé la question, mais puisque ces personnes ont des problèmes de paiement, donc si les possèdent encore les passeports, ce n'est pas de leur faute. Alors ils disent que c'est impossible qu'ils puissent s'enrôler. Deuxième et dernière question, madame. Pourquoi plusieurs Congolais de la diaspora en Afrique du Sud se plaignent-ils des conditions d'éligibilité et que dit la CENI à ceux qui ont des ambitions de postuler? Il est demandé à toutes les personnes ayant des ambitions politiques de descendre à Kinshasa pour s'enrôler. Ok, maintenant, avant le 25, ou plus tard le 25 février. Mais si les personnes sont en difficulté, peut-être soit ils sont bloqués par les travail, ou soit des problèmes de papier qui ne peuvent pas se déplacer maintenant, alors la CENI a prévu que ces personnes pourront s'enrôler dans les jours où ils iront déposer leur candidature. Pour les personnes éligibles, selon la CENI, ce sont des personnes possédant des résidences permanentes, des personnes possédant des visas d'études, visas de travail, visas de business. Et maintenant, il y a un autre problème qui se pose. Chaque fin d'année, généralement, les gens renouvellent leurs papiers à partir les papiers expirent le 31 décembre pour la plupart. Ok? Alors, ils ont apply pour le nouveau visa. Ils ont aussi le preuve de paiement de l'homme à fesse qu'on appelle l'immigration chez nous. Mais ces personnes ne sont pas autorisées de s'enrôler. C'est un vrai problème. Merci pour toutes ces précisions, madame Chantal Banga. Je rappelle que vous êtes présidente fédérale de l'ACP en Afrique du Sud. Et de son côté, le président national de la vision Fachi Rénové est allé s'enrôler à Lubumbashi. Kalimboui se fait accompagné d'une foule immense des cadres et militants de son parti, une démonstration de force en prévision de la bataille électorale de décembre. Regardez. C'est une foule immense des milliers de militants et cadres de la vision Fachi Rénové qui a pris d'assaut les rues de Lubumbashi ce jeudi. Pour cause, le président national et autorité morale de la VFR, Kalimboui est allé remplir son devoir civique, celui de s'enrôler. Une véritable démonstration de force. Parti du siège provincial du parti à pied, le président des Visions Fachi Rénové, qui accompagnait les cadres et les milliers de sympathisants, ont marché sur près de 4 km en passant par la chaussée des Kassenga à l'avenue victime de la rébellion jusqu'à l'école Njanja, où se trouve le centre d'enrôlement des électeurs. Sur place, après toutes les formalités requises, Kalimboui a obtenu sa carte. Il s'est dit confiant au processus électoral en cours et en appelle à toute la population congolaise de lui emboîter les pas. Peuple congolais, Mukoué Moutiarolé, Tumupatie Fachi Béton, majorité. Chie Congo, Ikuna Buluma. Atona kwa étranger, tukuna kupatia carte. Mais tukikupa carte ni njoo kukusaidia kutembea busiku. Devenu depuis un temps l'un des hommes politiques les plus influents de l'espace Katanga, Kalimboui draine à chacune de ses sorties des centaines et milliers de sympathisants dans sa campagne de soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Autre chose à présent, je l'annonçais au sommaire, hommage à la mégastar Tchalamwana, une messe d'action de grâce a été organisée ce samedi en la cathédrale Notre-Dame de Fatima. 40 jours après le décès de celle qu'on appelait affectueusement Mamou National, le dévoilement de la pierre tombale de la mégastar au cimetière de Nécropole entre ciel et terre interviendra également ce samedi. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Et dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État dans la province du Haut-Lomami, la gouverneure Isabelle Kalinga s'est lancée dans la construction des infrastructures. Dans son agenda du commencement, la gouverneure a touché la construction des routes ainsi que les bâtiments où doivent loger les ministères et les parquets. Pour parler de la province du Haut-Lomami en plein relèvement, la gouverneure Isabelle Kalinga Mushimbi s'est lancée à la construction des infrastructures. L'avenue Manono, centre de gravité de plusieurs artères secondaires du quartier Katouba, voit les caniveaux être reconstruits. Les travaux s'étalent sur une longueur de 370 mètres. L'objectif, selon l'expert de l'OVD Kamina, c'est de canaliser les eaux venant des avenues Katouba et RVA vers la rivière Kamina pour limiter les dégâts. Et de construire les caniveaux qui devaient prendre beaucoup ou soit recueillir des grandes quantités d'eau venant dans les quartiers Katouba et quartiers RVA et pour amener vers la rivière Kamina-Loué. L'achèvement des bâtiments devant abriter le ministère provincial des budgets, déjà tollé, le palais de justice aura bientôt son adresse. L'éclairage public de Kamina, le chef-lieu, attire déjà la clameur de la population du Haut-Lomami. Isabelle Kalinga Mushimbi s'est distinguée pour son approche au peuple d'abord. Et puis le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, le député national Miguel Katem Kachal, continue à approcher toutes les parties prenantes à l'essor de la sous-traitance en RDC. Ce samedi, c'est la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo qui, au finish, a promis tout son accompagnement. Trouver une convergence de vues afin de redynamiser les passerelles de collaboration entre l'ARSP et la FEC. Tel est l'objectif des échanges qui se sont déroulés cet après-midi au siège de la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, en RDC. En effet, dans une ambiance détendue, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, l'honorable Miguel Katem Kachal, ses collaborateurs provinciaux et régionaux, ainsi que la délégation de la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo, conduite par Louis Watoum, ont évoqué la feuille de route pour 2023 afin de valoriser les activités de la sous-traitance principalement dans le domaine de mines qui se présente comme étant le plus grand secteur porteur de croissance en RDC. C'est faire un tour d'horizon de tout ce qu'il faut pour finalement promouvoir la sous-traitance locale. Nous partageons ce même souci, celui de voir les Congolaises et les Congolais qui vont dans la sous-traitance locale se retrouver, créer des richesses et finalement constituer cette classe moyenne que nous appelons de tous nos voeux. Nous avons donc parlé de tous ces sujets qui sont très importants. Ce tour d'horizon aura permis au DG de cette institution publique et ses invités de pouvoir cerner le problème qui constitue un frein au développement de la sous-traitance locale afin d'y remédier. Le défi, c'est au-delà de la volonté politique qui est déjà avérée, qui est là, au travers de la loi de la sous-traitance qui existe, c'est rendre cela pratique. C'est que nous regardions tous dans la même direction, c'est ça le vrai défi. Il faut que les donneurs d'ordre comprennent qu'il faut ouvrir les opportunités à nos sous-traitants locaux. Merci à l'autorité, merci au chef de l'État, parce qu'il a ce souci-là de voir cette classe moyenne se développer. À noter que la création des richesses et constituer la classe moyenne congolaise reste véritablement le cheval de bataille de Miguel Katem Kachal, selon les orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, polémique autour du salaire de l'ex-président de la République, Joseph Kabila. L'inspection générale des finances a été saisie par maître Jeannot Lompepe. Ce dernier justifie sa démarche dans le cadre du contrôle citoyen et le devoir de redevabilité. Nous venons de saisir officiellement M. Gilles Alinguete, qui est inspecteur général des finances, afin de pouvoir qu'il puisse diligenter une enquête en toute urgence en charge contre le ministre Nicolas Kaza, le ministre des Finances,
Pourquoi? Parce que vous avez suivi la déclaration faite par le ministre des Finances aussi, la Radio Top Congo, concernant les allocations et avantages liés pour l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous avez aussi suivi également la réplique de son épouse qui a démenti officiellement que non, son mari Joseph Kabila Kabange, il n'a jamais perçu cette somme-là de $180 000. Voilà pourquoi, au nom du contrôle citoyen et au nom de la redevabilité républicaine, nous avons initié cette démarche citoyenne, fait que M. Gilles Alinguete puisse se saisir par rapport à ce dossier-là, parce que nous estimons que non, c'était un dossier très grave. Vous voyez un peu, ça ne peut pas se passer comme ça aux yeux des Congolais. Donc aujourd'hui, nous sommes décidés et quand même de saisir l'IGF afin que le peuple congolais puisse savoir la clarité, la clarité sur ces dossiers-là. Donc nous pensons que non, dans les jours à venir, il y aura une suite favorable par rapport à notre démarche, parce que dans une république, lorsqu'il y a des contradictions pareilles, et qui, à ce qui concerne les allocations louées pour l'ancien président de la République, je crois que non, il y a lieu que l'opinion sache la vérité autour de cette question-là, au lieu que nous puissions continuer dans les jeux de guégué, dans les jeux de ping-pong. Visite papale au Soudan du Sud, le Saint-Père a échangé ce samedi avec les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et les séminaristes en la cathédrale Sainte-Thérèse à Djouba. Le pape François les a exhortés à la docilité et à l'intercession, les invitant également à élever leur voix contre l'injustice. Ouvrons à présent notre page sportive. C'est ce soir que les rideaux de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations seront tirés avec la finale Algérie-Sénégal. Les deux pays vont de nouveau s'affronter en finale comme ce fut le cas en 2019 lors de la CAN organisée en Algérie. Les forces en présence à retrouver dans cet élément de Christian Bokaya. Suivez. Auteur d'un parcours sans faute avec 5 victoires en 5 matchs dans ces championnats d'Afrique des Nations, les Fennecs veulent inscrire leur nom dans les annales de la Confédération africaine de football en remportant cette 7e édition du CHAN. Le pays organisateur est sur une bonne dynamique pour n'avoir pas encaissé de but depuis les débuts de la compétition et abordera la finale avec un moral au zénith après avoir offert une manite au MENA du Niger en demi-finale. Une finale ne se joue pas, mais elle se gagne et l'Algérie devra se débarrasser d'une belle sélection sénégalaise qui joue un football plaisant. Nonobstant quelques déchets techniques, les Lions de la Teranga ont su éjecter les Léopards de la RDC, le Barria de Madagascar. Les hommes de Pape Thiaw veulent en finir avec les Fennecs ce soir. Vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal veut rééditer un autre exploit en remportant le CHAN pour bien coloniser le football africain et ce sera le remake de la CAN 2019. Algérie-Sénégal, le rendez-vous est pris à 20h30 au stade Nelson Mandela. Et il faudra encore patienter pour voir l'homologation des stades des Martyrs et Kibassa Maliba. Le rapport des inspecteurs de la CAF est attendu dans les tout prochains jours. On écoute à ce sujet Mohamed Sida, inspecteur de la CAF. Les supporters, les médias, ils accèdent. Si les médias ont toutes les facilités proches pour faire son travail, les zones de parking pour les supporters, les salons VIP pour les invités, on parle des sanitaires. Donc tout ça sont des facilités qui aux yeux de normal, on pense que ce ne sont pas importants, mais vraiment, il faut aujourd'hui que les stades répondent à tous ces normes. Ça, j'ai fait une petite introduction. Bon, pour les stades de Kibassa, on a vu vraiment qu'il y a des grands travaux et il y a un engagement direct de la province pour mettre les stades à jour. Certainement, dans les jours à venir, on va préparer un rapport détaillé sur les stades et communiquer avec notre partie prenante, la FECOFA, pour les informer dans quelle catégorie les stades sont insérés maintenant. Et si il y a des travaux à faire pour passer à une autre catégorie, quels sont les travaux qui devront être faits
pour avoir cette approbation. Donc normalement c'est ça qu'on fonctionne. On a une commission aussi à la CAF qui fait l'évaluation. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC. Ces assises s'ouvrent ce samedi à Bujumbura, en République du Burundi. L'évaluation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC sera au centre des discussions. Après Kinshasa, le pape François séjourne depuis vendredi au Soudan du Sud. Le Saint-Père invite les religieux à élever la voix contre l'injustice. Hommage à la mégastar Tchala Moana, une messe d'action de grâce a été célébrée ce samedi à la cathédrale Notre-Dame de Fatima, 40 jours après le décès de celle qu'on appelait affectueusement Mamou National. Et en sport, finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. L'Algérie affronte ce samedi le Sénégal, comme ce fut le cas en 2019 lors de la CAN organisée en Algérie. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.